Bonjour à Bonjour. tous, ça y est, c'est presque 9h, 9h30, on est déjà assez nombreux. Bon, aujourd'hui 9h30, pourquoi? Ben, parce que je suis de garde, donc je suis à la pharmacie et que le matin, il y a un petit peu de monde, donc là c'est mon adjoint qui s'en occupe. Mais après, je pense on sera deux pour être au comptoir. Bénédicte, vous expliquer pour les nouveaux venus comment on fait pour poser des questions? Oui, donc sur le côté, vous avez un petit onglet avec une marque question et un symbole question. Et il suffit de cliquer sur ce petit symbole, d'inscrire votre question et de cliquer sur envoyer. Nous, on reçoit toutes vos questions. On y répond, soit Gilles y répond directement à la fin de la conférence en direct, soit j'essaie d'y répondre aussi par écrit. Et sinon, de toute façon, on a toutes vos questions et on peut y répondre par mail dans la semaine. Et il y a Donc, également un replay qui est disponible sur le site USPO après. voilà. Donc, je vous rappelle que toutes ces échanges sont enregistrés et donc sont disponibles après sur le site de l'USPO. Donc, si vous voulez les revoir ou les faire connaître à vos confrères et vos consoeurs, n'hésitez pas. Et puis, la foire aux questions est réactualisée au fur et à mesure, tout simplement parce qu'il y a de nouvelles questions, mais également parce que l'actualité n'arrête pas de bouger, et la réglementation aussi, et les doctrines n'arrêtent pas d'évoluer. On va commencer par l'actualité sur les gels et sur les masques. Vous savez qu'il y a eu une demande de réduction de TVA pour passer de 20 à 5,5. Donc, un amendement a été adopté à l'Assemblée cette semaine. Le Sénat va être consulté sur cette loi de finances mardi. Et ensuite, il y aura voilà, un texte d'application pour passer de 20% à 5,5%, à la fois sur les gels et je ne sais pas si ce sera pour les solutés. En tout cas, les gels, c'est sûr. Et pour les masques, en fonction du type de masque, il y aura un arrêté qui prévoira le type de masque. C'est pour des masques adaptés à la lutte contre la propagation du virus. Voilà, avec ça, il vaut mieux qu'il y ait un arrêté qui précise quel type de masque. Bon, donc, je sais qu'un certain nombre de pharmaciens et nous-mêmes avions demandé que la TVA soit réduite sur les gels. Voilà, ça va être fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, c'est toujours du 20%. Juste pour les gels, je crois que maintenant tout le monde a bien compris comment utiliser la grille de fixation des prix. Ça n'a pas été simple, mais voilà, n'hésitez pas. Mais je sais qu'il y a des contrôles des GCCRF qui existent, qui sont parfois un petit peu intrusifs dans certains départements. N'hésitez pas à nous signaler hein, si vous avez voilà, des demandes un petit peu trop répétitives. C'est vrai que voilà, les contrôles sont légitimes, mais il ne faut pas qu'à un certain moment, ça vienne perturber le travail du pharmacien qui fait beaucoup d'efforts pour avoir des gels, fabriquer des solutés hydroalcooliques et essayer de permettre aux patients d'avoir les gestes barrières au-delà du savon et du nettoyage des mains quand on est confiné. Donc, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous constatez des prix anormaux dans d'autres circuits, il y a des systèmes ce qui s'appelle conso quelque chose, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui permettent de signaler également un prix anormal pour que la DGCRF aussi s'occupe de tous les circuits de la même manière. Bénédicte, il y a eu un accord sur je dirais la convention avec nos équipes officinales, avec les salariés. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui? Ouais. Alors, sur les congés payés, peut-être la première chose qu'on pourrait aborder, c'est donc en fait, il y a eu une ordonnance qui a été prise par le gouvernement à la fin du mois de mars, qui permet aux employeurs d'imposer ou de modifier 6 jours de congés payés. Dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche. Donc, lorsque les partenaires sociaux se sont réunis le 10 avril dernier, il a été décidé de ne pas signer d'accord de branche. Donc, c'est pour ça que l'USPO, nous mettons à votre disposition un accord d'entreprise, un projet type d'accord d'entreprise que vous pouvez utiliser et
vous pouvez mettre en place si vous souhaitez imposer 6 jours de congés payés dans votre entreprise à vos salariés. Juste pour info, dans le contexte actuel, en fait, il y a eu un récent décret qui a permis de réduire le délai de consultation des salariés de 15 jours à 5 jours minimum, parce qu'en fait, il y a toute une modalité pour mettre en place cet accord d'entreprise qu'on a également présenté sur notre site. Donc, il faut que vous regardiez comment ça se met en place, mais en tout cas, pour consulter vos salariés, désormais, ça sera 5 jours et non plus 15 jours. Sur les partenaires sociaux se sont donc réunis le 10 avril dernier et il a été décidé de signer un accord sur les mesures prises pour le Covid-19 vendredi. Donc sur les arrêts de travail, pour les arrêts de travail, tous les arrêts de travail, que ce soit garde d'enfants, isolement, personnes fragiles ou personnes ayant été en contact avec ces personnes fragiles ou étant en contact avec ces personnes fragiles plutôt, tous ces arrêts de travail sont considérés désormais comme des arrêts maladie et ils sont pris en charge de la même manière que des arrêts maladie. Donc ça veut dire que le salaire pour les cadres et les non-cadres pour ces arrêts de travail et arrêts maladie est maintenu, 100 jours de carence. Pour les non-cadres, donc c'est un salaire maintenu grâce aux indemnités journalières de l'assurance maladie et grâce au régime de prévoyance, encore une fois 100 jours de carence. Pour les cadres, du 1er au 4e jour, les indemnités journalières de l'assurance maladie et le régime de prévoyance permettent de maintenir ce salaire. En revanche, à partir du 4e jour, la part du régime de prévoyance ne sera plus prise en charge et donc ne sera pas transmise à l'employeur. Mais il y aura quand même un maintien de salaire. Pour les arrêts de travail également, il y a une nouveauté. C'est un récent décret qui est sorti vendredi qui prévoit que les différents arrêts de travail, que ce soit garde d'enfants, personnes vulnérables, etc., seront désormais placés en activité partielle, donc en chômage partiel. Et donc d'ailleurs, sur le chômage partiel, les partenaires sociaux aussi de la branche ont également décidé de prendre un accord sur ce sujet-là. Donc les prestations, les garanties santé et prévoyance sont maintenues si la personne est au chômage partiel, Et les cotisations salariales seront calculées sur la base de l'indemnité du chômage partiel, donc c'est-à-dire 70% du revenu, ou sur le salaire réel si par exemple l'employeur décide de maintenir le salaire complet du salarié. Et ces cotisations salariales seront prises en charge par le HDS, donc c'est le haut degré de solidarité, et c'est uniquement les cotisations salariales qui sont prises en charge et pas les cotisations employeurs. Les accords ont été signés vendredi et normalement l'USPO les enverra directement à vos cabinets comptables pour qu'ils puissent mettre en place toutes ces dispositions. Je pense que d'ici lundi ou mardi, on aura tous les textes signés. Voilà. Merci Bénédicte. Simplement sur ce point de négociation avec les centrales syndicales des salariés et les deux syndicats de pharmaciens, l'objectif a été de faire l'unanimité. Je crois qu'on y est arrivé, bon, sauf sur le chômage, enfin sur le congé payé où les syndicats de salariés n'ont pas voulu prendre une décision sur l'imposition des 6 jours de congés payés. Donc voilà, allez sur le site, négocier avec vos salariés pour en faire un accord d'entreprise. Un point d'actualité, c'est la déclaration du chiffre d'affaires pour le nombre de pharmaciens adjoints. La déclaration, si M. Luxembourg devait se faire là avant le mois d'avril ou de juin, je ne sais plus, Bénédicte, je crois que c'était juin, et c'est reporté à l'automne. Donc, 31 octobre. Vous envoyez un point d'info, 31 octobre, voilà, pour faire cette déclaration du chiffre d'affaires de l'année précédente pour définir le nombre de pharmaciens adjoints obligatoires dans votre entreprise. Dans les actualités, nous avons eu depuis 3 semaines des échanges sur l'intervention volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. Vous savez que jusqu'à maintenant, un certain nombre de médecins étaient agréés pour pouvoir faire cette interruption volontaire de grossesse. Le pharmacien fournissait les médicaments
au médecin. Et à l'occasion des différents rendez-vous, la personne avait ces médicaments qui étaient fournis par le médecin et elle devait les prendre au cabinet médical, en tout cas pour le premier, et après pour le second médicament chez elle. Donc là, bien évidemment, comme les consultations sont difficiles, à la fois pour les médecins et pour les sages-femmes, il est prévu de faire cette intervention volontaire de grossesse suite à une téléconsultation. Donc, il y avait un problème sur les médicaments. Ce qui va se passer, c'est que les patientes vont pouvoir, sur prescription médicale, en ayant au préalable averti le pharmacien qui est désigné par la patiente, venir chercher ces médicaments à la pharmacie et les prendre ces médicaments chez elle. Et il y a eu également un accord pour prolonger de 2 semaines la possibilité de faire cette intervention volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. Donc, quand il a fallu négocier avec l'assurance maladie pour savoir comment le pharmacien allait facturer les médicaments, bien sûr, au départ, c'était du papier. On a dit, hors de question de faire du papier, on veut le faire en dématérialisé avec facture de soins électronique. Donc, il fallait trouver une astuce. Premièrement, il faut le faire de façon anonymisée. Donc, c'est la procédure contraception pour mineurs qui permet cette anonymisation. Donc, il faudra rentrer la date mineure pour pouvoir faire cette facturation. On respecte le prescripteur, donc c'est le nom du médecin qui prescrit. Et ensuite, on va facturer un forfait qui inclut à la fois le prix des médicaments, à la fois l'honoraire que nous avons négocié en plus de la marge sur les médicaments, et on va le facturer sous l'acte préparation médicale remboursable. Et donc vous avez 2 forfaits. Un premier forfait qui correspond à la contraception quand c'est inférieur à 5 semaines, où il y a les deux médicaments, plus les 4 €, ou quand c'est au-delà de la 5e semaine jusqu'à la 7e, où là, on a un premier médicament et on double la dose pour le second médicament, dont c'est un autre forfait. Donc, simple, vous prenez la procédure contraception pour mineurs, vous mettez le nom du prescripteur, vous facturez en PMR le forfait 1 ou le forfait 2 qui respecte la prescription. Les médicaments, ce sont des doses individuelles, hein, c'est des boîtes de 3 ou des boîtes de 1, un comprimé, et vous envoyez ça à l'assurance maladie dans votre flux de FSE et dans les pièces justificatives, c'est le scan de l'ordonnance et le scan de la facture grossiste répartiteur. Ça a été mis et rajouté au dernier moment. Voilà, donc il y aura très peu de cas, mais en tout cas, on ne pouvait pas laisser les femmes qui voulaient avoir accès à cette interruption volontaire de grossesse dans cette période de Covid dans une impasse. Concernant le renouvellement des ordonnances, donc vous avez vu que les médecins commencent à s'agiter en disant que c'est affreux, qu'il faut interdire ce texte qui permet aux pharmaciens de donner des ordonnances quand elles sont expirées. C'est extrêmement choquant. Cette disposition que nous avons mise en place, en accord avec les pouvoirs publics et en accord avec les médecins, a permis à toute la population qui a besoin d'un traitement chronique d'être complètement rassurée. De savoir que les pharmacies allaient rester ouvertes. De savoir que les pharmacies, en accord avec les médecins, en fonction de la situation des médicaments, ordonnance expirée ou pas, allaient pouvoir assurer la continuité des soins. Donc ça a permis de rassurer toute cette population qui se posait des questions. Est-ce que j'aurai mon médicament pendant cette période? Alors c'est vrai que les cabinets médicaux sont très peu fréquentés aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont envoyé des signaux au départ qui n'étaient pas terribles, hein,
puisque au départ, c'était on ferme les cabinets, on fait de la téléconsultation, les patients ont peur de croiser des patients Covid au sein des cabinets médicaux. Donc tout ça a contribué à faire que les patients ne souhaitent pas aller au cabinet médical. Bon, simplement, il faut que peut-être on rétablisse un petit peu les choses en disant que les cabinets se sont organisés, que les cabinets peuvent recevoir également des patients et ne pas faire que de la consultation téléphonique, avec des téléphones parfois qui sont très encombrés. Pour avoir le médecin, c'est pas facile aujourd'hui. Et en tout cas, de ne pas laisser les patients en danger. Quand le patient a sa situation qui se dégrade, quand il y a un événement nouveau qui fait que ça nécessite un avis médical, il ne faut pas que le patient hésite à aller voir son médecin. Et ça n'a rien à voir avec le renouvellement des ordonnances. Nous, si le patient n'est pas stabilisé, on va lui dire de consulter son médecin. Mais s'il est stabilisé et s'il veut avoir son renouvellement, c'est le choix du patient et pas le choix du pharmacien. Donc, moi, je vous invite quand même à contacter, bien sûr, vous êtes en contact avec vos médecins qui entourent votre pharmacie. Il faut qu'il y ait un dialogue avec eux. Comment tu t'organises? Est-ce que tu peux recevoir des patients? Dans quelles conditions tu les reçois? Est-ce que c'est le matin que tu fais tes consultations Covid ou est-ce que c'est l'après-midi? Voilà. Et de pouvoir informer la population que le médecin, lui, tous les matins, il consulte et on peut aller le voir sans risque. Et c'est un dialogue entre le médecin et le pharmacien pour faire de la coordination et faire en sorte que les patients qui sont aujourd'hui en difficulté, parce que leur situation s'est dégradée ou qu'il y a des événements nouveaux, puissent avoir accès à un médecin sans forcément aller aux urgences. Mais certains présidents de syndicats qui ont fait des communiqués en disant qu'il fallait interdire le renouvellement par les pharmaciens parce qu'ils ne voyaient pas. C'est pas ça. Que les cabinets médicaux ne sont pas aujourd'hui fréquentés, c'est pour d'autres raisons. Concernant le chiffre d'affaires, des pharmacies, les derniers résultats que l'on a sur le mois d'avril montrent que la chute, en moyenne, est d'environ 20%, voire un petit peu plus. Il y a une baisse d'activité surtout. Alors bien sûr, la parapharmacie, on n'en parle pas, c'est très bien que ça se casse la figure, mais y compris sur les médicaments. C'est-à-dire que les patients sortent moins, consultent moins, ont besoin de moins de médicaments, allergies, etc., moins, puisqu'ils restent chez eux. Et donc, ça a un impact également sur le volume de médicaments théoriquement présentés au remboursement. Donc, ceux qui croient que la pharmacie est prospère aujourd'hui, c'est faux. Elle cumule deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est l'organisation du personnel avec des conditions de travail qui ne sont pas faciles et des charges qui continuent à courir. Bon, après, on verra les différentes modalités. Et puis, une baisse d'activité. Et voilà, on est quand même le seul à être ouvert. Et on voit qu'on est embêté. Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous avez des gants? Est-ce que vous avez du gel? Le téléphone qui n'arrête pas de sonner pour répondre à des inquiétudes, répondre à des renouvellements d'ordonnances pour aller dispenser après à domicile. Donc, soyez attentifs sur votre chiffre d'affaires. Regardez le webinaire il y a 2 semaines avec Joël Lecoeur pour connaître toutes les dispositions que vous pouvez utiliser, que ce soit avec votre banquier, que ce soit avec votre expert comptable, et avec les nouvelles dispositions pour le chômage partiel. N'attendez pas que ça se dégrade pour mettre en place ces dispositions. Et sollicitez votre banquier à condition que vous puissiez l'avoir au téléphone, parce que ce n'est pas facile. Mais voilà, vous pouvez avoir des aides sur la trésorerie, des aides sur les remboursements, et avec votre comptable, bien sûr, les cotisations de l'URSSAF,
Donc la CAVP, la Caisse de retraite des pharmaciens, ça y est, a décalé les cotisations. Mais n'attendez pas d'avoir un trou de trésorerie pour réagir. Hein. Il faut anticiper. À propos des dispensations à domicile, nous avons relancé un sondage où là, on a déjà plus de pratiquement 5000 réponses. Donc, continuez à répondre, connectez-vous sur le sondage pour donner votre avis. Il y a deux questions, hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, donc ça va très vite. La première, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'on indemnise la dispensation à domicile réalisée par le pharmacien? 99,3% favorable. On en a quand même 0,7 qui sont défavorables. C'est quand même curieux, hein, franchement. Alors que ça correspond à un vrai travail, parce qu'à la fois, vous mobilisez du temps dans l'organisation de la pharmacie, parce que vous faites plusieurs livraisons par jour. C'est environ 5 en moyenne aujourd'hui, par jour, hein, pas par semaine, par jour. Donc ça demande de l'organisation, ça demande à du personnel de sortir de sa pharmacie pour aller livrer. Faites attention avec votre contrat d'assurance pour être sûr qu'ils peuvent livrer et quelle voiture ils utilisent pour aller livrer, ou quel véhicule, vélo, etc. pour aller livrer. Et ensuite, bien évidemment, c'est beaucoup de temps parce que quand on porte les médicaments à domicile, qu'on prend des précautions avec la personne pour éviter de rentrer dans la maison, éviter de rentrer dans l'immeuble, etc., se protéger, tout ça prend énormément de temps. Mais ça correspond à un vrai besoin des patients. Ça correspond au respect des règles de confinement. Quand vous avez une insuffisance respiratoire, une personne qui est greffée, une personne qui a des pathologies cardiaques, qui n'a pas des dents pour aller chercher des médicaments, bien c'est important qu'il reste chez lui. Mais il faut qu'il ait ses médicaments. Et la Croix-Rouge ne remplacera jamais la Croix-Verte. Hein. Pour ceux qui ont fait ce genre de raccourci, c'est pas top. La Croix-Rouge, elle fait autre chose. Nous, on a besoin de dispenser les médicaments. Donc, on relance la machine pour relancer la négociation avec le directeur de l'assurance maladie. La seconde question, c'était à combien estimez-vous les frais? Entre 5 et 8 euros, 82% ou 80, un petit peu plus, les pharmaciens trouvent que ce tarif est raisonnable. Et on a 9% qui trouvent qu'il faudrait que ce soit au-dessus et 9% qui trouvent qu'il faudrait être en dessous. Voilà, donc on voit bien que la cible qu'on avait privilégiée, qui correspond en fin de compte à un honoraire qui est l'honoraire de garde du dimanche, UPH, 5 euros, peut être moyenne facile pour l'assurance maladie de suivre le nombre de dispensations à domicile et derrière d'avoir la possibilité de le facturer dans la FSE. Donc on relance la machine parce que je trouve que, bon, bien sûr, le confinement va durer. On aura une levée partielle le 11 mai. Je pense que les patients fragiles seront incités à ne pas se déconfiner rapidement. Et donc, la dispensation à domicile va devenir une véritable organisation. Donc, il faut que ce soit reconnu, comme quand un infirmier intervient à domicile, comme quand un kiné ou un médecin interviennent à domicile, bien évidemment. Il n'y a pas de raison que les pharmaciens ne soient pas reconnus pour ce travail qui correspond à une nouvelle organisation liée à cette situation de crise et peut-être demain. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site de l'USPO, répondre au sondage. Plus on sera nombreux, plus on aura des arguments pour convaincre à la fois l'assurance maladie et les pouvoirs publics. Concernant l'assurance maladie, vous savez que les bénéficiaires de la CMU et de l'ACS ont des droits prolongés jusqu'en juillet, et également l'aide médicale État. Ce qu'on a appris, c'est que ce prolongement des droits n'a pas été possible en automatique. Ce qui veut dire que tous les agents de l'assurance maladie sont obligés de monter ces droits et de les prolonger de façon manuelle. Ça prend du temps. Donc, ce qui explique des incidents que l'on a connus il y a quelques jours, où tout le monde disait, oui, mais tu nous as dit ça, mais ça ne marche pas. Moi, je ne savais pas que c'était monté à la main. Donc,
il faut pas hésiter bien évidemment à nous remonter les dossiers qui posent problème. Nous, on est déjà intervenu à plusieurs reprises pour voir ce qui se passait et faire régler les dossiers qui n'étaient pas payés. Malheureusement, ceux qui ne pourront pas être prolongés, ce sont des personnes qui sont en train de monter des droits. Donc, de basculer d'une situation ancienne où c'était ni ACS ni CMU, ils ne peuvent pas basculer de façon prolongée et en automatique en C2S. Il faut qu'ils continuent à faire les démarches administratives à la fois auprès de l'assurance maladie et à la fois auprès de l'assureur de leur choix pour pouvoir définitivement monter le dossier en C2S. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est en contact direct avec l'assurance maladie pour justement mettre de la fluidité dans le système et éviter que les situations s'enquistent et se dégradent avec voilà, un personnel au niveau de l'assurance maladie qui est aussi en télétravail et dont les conditions de travail ne sont pas simples pour eux non plus. On est en train de négocier avec Nicolas Revel, au même titre que les autres professionnels de santé, des aides spécifiques avec l'assurance maladie. Donc, ça n'a rien à voir avec la trésorerie, ça n'a rien à voir avec les décalages d'emprunt, ça n'a rien à voir avec les autres types d'aides. C'est simplement tous les professionnels de santé vont avoir un accord en fonction de leur situation pour pouvoir payer leurs charges fixes. Ça résonne, j'ai l'impression, non? Ouais, la connexion est pas terrible. On vous entend des fois un peu haché, des fois un peu avec de l'écho, ouais. Ouais, je suis désolé, je vais voir si... 2 secondes, interruption. Trouvez quelque chose, Bénédicte. Je vais trouver quelque chose. Il y a beaucoup de questions sur les masques. On va aborder le sujet d'ici quelques minutes avec Gilles quand il sera de retour. Et il y a également beaucoup de questions sur les solutions hydroalcooliques. En tout cas, sur le prix des solutions hydroalcooliques, sachez que toutes les informations sont disponibles dans la foire aux questions sur le site internet de l'USPO qu'on actualise régulièrement. Voilà, je vous laisse. Je disais juste que les solutions hydroalcooliques le prix était disponible sur notre site. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le sujet. Voilà, je suis revenu, j'espère que ça va marcher, mais je crois que mon adjoint regardait le webinaire en direct et donc ça faisait un écho dans la pharmacie. Maintenant, il est au comptoir et ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je viens de lui couper le webinaire. Donc, excusez-nous pour l'écho, pas prévu. Donc, sur les aides avec l'assurance maladie, on est en train de finaliser la négociation. Donc, l'objectif, c'est de dire si une pharmacie a une baisse de chiffre d'affaires importante et qu'il ne peut plus payer ses charges, eh bien, il aura une aide pour pouvoir éviter de se retrouver en difficulté. Donc, ce n'est pas une compensation d'une perte de revenus, bien évidemment, et on va être avec l'assurance maladie, puisque c'est une aide spécifique assurance maladie, sur le 2,1 présenté au remboursement, bien évidemment. C'est ça la cible, puisque c'est ce qui est choisi également par les autres professionnels de santé. Le kiné qui fait des soins, c'est sur cette activité-là. S'il donne des cours, ce n'est pas sur les cours de gym que l'assurance maladie va intervenir. Donc nous, ce n'est pas sur la parapharmacie que l'assurance maladie va intervenir. Ce ne serait pas légitime. Donc, on est en train de finaliser, on a regardé avec des cabinets comptables la façon de calculer, et ça va être sur un système de web service, c'est-à-dire sur Amédi Pro. Vous allez déclarer le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 mensuel. Vous allez déclarer le chiffre d'affaires des médicaments présentés au remboursement. Le chiffre d'affaires du mois d'avril et du mois de mars, parce qu'ils veulent inclure le mois de mars, donc ça ne nous favorise pas, mais le Covid a démarré au mois de mars. Et s'il y a une baisse d'activité suffisamment importante qui permet de ne pas pouvoir honorer l'ensemble des charges, eh bien, il y aura une partie qui sera une compensation financière et on va faire ça de façon simple sur Amédi Pro
on va essayer de réduire les paramètres et les règles de calcul avec un versement d'acompte. On espère que ce sera opérationnel certainement, alors théoriquement fin avril ou début mai. De toute manière, si on déclare au mois, on ne pourra pas le faire fin avril. Il faudra attendre début mai pour pouvoir le déclarer. En tout cas, on vous tiendra au courant. On finit la négociation avec Nicolas Revel là-dessus. Je pense que cette semaine, on va fixer les paramètres puisqu'il négocie avec tous les professionnels les uns après les autres en fonction de leur spécificité et la pharmacie a ses spécificités. C'est bien, on est nombreux. Hein. On va aborder le sujet des masques. Quel que soit le type de masque. Bon, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de polémiques, de communication, d'initiatives des uns et des autres dans la pharmacie, dans les circuits pharmaceutiques ou en dehors des circuits pharmaceutiques, des initiatives d'élus locaux qui amènent un message qui se brouille. Il n'y a rien de pire dans une période de crise d'avoir des messages qui peuvent être contradictoires. Parce que ça peut mettre à la fois un sacré bazar dans les pharmacies, parce que si vous êtes agressé par la population en permanence pour vous dire j'ai entendu à la télé, j'ai vu un communiqué, on m'a dit que vous avez des masques et pourquoi vous ne voulez pas m'en donner, ça peut être la catastrophe et une dégradation très importante de l'image des pharmaciens alors qu'on a fait le job. Donc moi j'appelle tout le monde à se calmer sur ce sujet, à ne pas faire de la surcommunication, à ne pas faire de la surenchère, parce que derrière, on risque de le payer très cher. Parce que quand il n'y a pas de cohérence, ça peut complètement perturber le travail de l'officine. Et là, aujourd'hui, le téléphone n'arrête pas. Ah, vous avez des masques? Ah, vous avez des masques? Non, c'est insupportable. Donc, il faut faire très attention. Il faut être cohérent et discuter entre nous avant de balancer des trucs dans la presse. Alors, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est une situation de pénurie. Masques chirurgicaux, masques FFP2, c'est la pénurie. On n'en a pas assez pour les professionnels de santé. Les besoins en professionnels de santé de ces masques, c'est 40 millions par semaine. Il y a 10 jours, l'État français en a reçu 35 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a les 5 millions qu'il a fallu puiser dans les stocks. Cette semaine, on a reçu des masques avec 3 jours de retard. Un petit peu, moi je les ai là. Je les ai reçus samedi ou je les ai recevoir jeudi. 300 masques chirurgicaux, 50 masques FFP2. Ce n'est pas assez pour l'ensemble de ce qui environne la pharmacie, à la fois en médecins, infirmiers, kinés, auxiliaires de vie, biologistes et l'équipe officinale. Et d'ailleurs, l'équipe officinale, je vous rappelle que l'USPO est favorable, et depuis le début, à ce qu'on équipe et qu'on assume l'équipement de nos salariés, qu'ils soient préparateurs et même apprentis. Sinon, il ne faut pas qu'ils travaillent dans la pharmacie. Donc, on parlera après de la façon d'inscrire ça sur Amélie Pro. Donc, on est en situation de pénurie. On demande aux médecins, on les distribue par 18. Vous vous rendez compte? On va voir ça avec le recul dans plusieurs mois. On va dire, mais qu'est-ce que c'était ce truc? Conditionné et 18 dans un petit sachet. Donc, on est en pénurie. En pénurie, et puis les conditions d'utilisation de ces masques pour les professionnels de santé n'est pas conforme à ce que l'on doit faire. C'est-à-dire changer le masque toutes les 2 heures, ben non, les personnes le gardent parce qu'il faut les économiser. Et on sait que ce n'est pas confortable, que parfois c'est un petit peu mouillé. Et donc quand c'est mouillé, eh bien, ça filtre moins. On est dans cette situation. Alors ce n'est pas parce que l'État dit qu'il a commandé 2 milliards de masques qu'il les a reçus. Hein. Il n'a pas reçu du tout. Ensuite, il y a d'autres types de masques qui circulent, ce qu'on appelle les EPI, les équipements protection individuelle. Les protections individuelles. Et ensuite, les fameux masques tissus
qui commencent à arriver avec 2 normes AFNOR, un pour les professionnels non médicaux, donc avec une capacité filtrante importante, et d'autres qui sont pour le public avec une capacité filtrante un peu moins importante, mais suffisante. Donc là, c'est la situation actuelle. Et puis, on commence à avoir des initiatives. Les élus locaux. Alors, les élus donnent des masques. Très bien. Ils donnent des masques aux pharmaciens pour les donner aux professionnels de santé. Là, c'est cohérent. Et puis, on voit des initiatives qui consistent à dire, moi, attention, personne dans la rue sans masque, avec des arrêtés. Ah oui, mais comment on fait pour avoir ces masques? C'est le maire qui les distribue, on ne sait pas. Et puis, on commence à avoir des initiatives en région parisienne qui disent qu'il faut distribuer aux patients. Oui, mais quels patients? Et d'ailleurs, il faut bien faire une distinction. Patient, public, ce n'est pas la même chose. Que l'on donne aux patients, bien sûr que nous, on est en difficulté, parce qu'on voit bien quand vous avez des patients qui sont à risque et qui vous demandent des masques, même parfois des choses qui ont été prescrites par l'hôpital, prescription de masques. On ne peut pas les honorer aujourd'hui, c'est dramatique. Mais on est en pénurie, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas responsable. Et puis après, on voit des initiatives, alors Bastille Médicale, qui fait de la pub télé, qui a dû dépenser des millions d'euros pour faire de la pub télé, pour dire moi je suis formidable, j'ai des masques chirurgicaux. Donc inscrivez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc il est en train de se faire un fichier client pas cher en faisant de la pub pour dire moi je vais vendre des masques chirurgicaux au public, en totale contradiction avec toutes les recommandations qui ont été faites par les pouvoirs publics et y compris par la Commission européenne. Pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé, c'est pas top. Et puis on a vu la grande distribution s'y mettre. Alors il y a 2 exemples qui ont été assez intéressants. Le Super U de Limoges, il met en vente des masques chirurgicaux à 75 €. Ça n'a pas tenu une demi-journée. Il a été obligé de les enlever parce que tout le monde lui tombait dessus, à juste titre, en disant que maintenant il les offrait aux EHPAD. Pareil pour, je ne sais pas si c'est le Carrefour ou le Auchan, d'Avalon, je crois que c'est dans Lyon. Pareil, il met des masques en vente. Alors lui, c'était 40 € à peu près. Tout le monde lui est tombé dessus. Des masques chirurgicaux, pour le public, c'est scandaleux. Et puis les prix sont trop élevés. Donc nous, il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on veut faire comme Bastide? Est-ce qu'on veut faire comme Auchan? Est-ce que c'est ça la stratégie? Je ne crois pas. Je crois que la stratégie, c'est l'inverse. C'est d'être cohérent tant qu'il y a pénurie, de réserver à la chaîne de soins ces masques chirurgicaux qui sont faits pour les médecins, qui sont faits pour le personnel soignant, qui sont faits pour nos équipes, pour permettre la continuité du système de soins, pour qu'ils puissent fonctionner et ne pas avoir des drames comme on les a connus en début d'épidémie, où les gens ne se protégeaient pas assez et ont été infectés. Après, on verra. Les choses vont évoluer. Et pour l'instant, cette situation, c'est la situation actuelle. Et ne créons pas du trouble en disant on va pouvoir donner des masques au public. Non, pas au public, aux professionnels. Et si jamais on commence à avoir un peu de masques, ben, il faudra d'abord cibler les patients Covid, et après les patients sensibles. Mais les patients sensibles, ça fait des millions et des millions de personnes. Donc on n'est pas en capacité aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on achète 3 millions de masques qu'on va sauver la France. 10 millions de masques aujourd'hui, ça fait 500 masques dans les pharmacies. Et on les distribue comment? En boîte de 50? Ou on les déconditionne comme on fait pour les médecins? Et on les vend à l'unité? Là, je ne sais pas aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Pas aller trop vite. Il y a un débat sur la réquisition qui a été allégée. Alors oui, effectivement, la réquisition a été allégée. Elle a été allégée pour permettre à des entreprises d'acheter ces masques pour pouvoir assurer leur continuité d'activité. Quand vous êtes une entreprise comme Sanofi, comme UPSA, vous utilisez des masques qui sont des masques chirurgicaux, voire des masques FFP2.
pour faire de la fabrication. Quand vous êtes un centre de recherche, vous utilisez des masques. Quand vous êtes une entreprise comme EDF, vous devez protéger votre personnel. Et donc, la réquisition qui a été allégée, c'était pour permettre à ces entreprises d'en acheter. Et d'ailleurs, le ministère de l'économie donnait des conseils à ces entreprises pour savoir où acheter sans se faire piéger ces masques pour qu'ils puissent continuer leur activité. Il n'a jamais été dit qu'il fallait acheter pour vendre au public. D'ailleurs, les recommandations, c'est plutôt l'inverse. Alors après, on peut pinailler sur le droit en disant, du moment que ce n'est pas interdit, c'est autorisé, comme si on était en Angleterre. Mais ce n'est pas le sujet, on ne va pas faire du juridisme là-dessus. Simplement, il faut avoir de la cohérence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en pénurie? Oui. Si on est en pénurie, les chirurgicaux, c'est pour les professionnels de santé. Et pour, éventuellement, certains secteurs d'activité spécifiques. Ensuite, il va y avoir les masques tissus. Donc, les masques tissus avec les 2 normes AFNOR. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de les vendre. Donc, nous avons demandé, et on est unanime, les 2 syndicats et le Conseil de l'ordre, bien évidemment, à ce que l'on puisse assurer cet approvisionnement payant pour la population. Nous n'avons pas encore la réponse à cette demande, qui est parfaitement légitime, parce qu'on va être sur une stratégie de longue durée pour l'équipement en masque des Français. Et ces masques, ils sont lavables, mais à un certain moment, ils vont être usés, et il faudra les renouveler. Donc, il est normal que les pharmaciens, dans le cadre de la protection contre des infections virales, puissent donner des masques de protection pour la population avec des conseils d'utilisation, des conseils pour laver, comment il faut éventuellement les renouveler, comment il faut les mettre et ne pas trop les toucher pour qu'ils puissent être protégés correctement. Donc, on est là sur du long terme. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines suivantes? Et quelles sont les demandes de l'USPO? Premièrement, que l'on clarifie, que les pouvoirs publics clarifient de façon politique à qui sont réservés les FFP2 et les chirurgicaux. Pas facile, hein, mais je pense que c'est important qu'on clarifie le système. En tout cas, on l'a clarifié. C'est de dire que la règle que nous, on respecte, soit respectée par tout le monde. Et pas l'inverse. Pas dire, puisque l'autre le fait, je le fais aussi. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est descendre de niveau le positionnement du pharmacien. Ensuite, c'est de clarifier si on doit délivrer plusieurs types de masques, que l'on nous dise à qui et comment et dans quelles conditions. Bon, ça, c'est ce qui va être arbitré dans les jours qui viennent. Le Premier ministre et Olivier Véran vont faire une conférence à 17h. Ils nous copient, vous avez vu, ils font des webinars aussi, c'est pas bien, je plaisante. Mais ils vont faire ça à 17h. Voilà, peut-être que sur à la fois les masques et la stratégie de déconfinement, on y verra peut-être un petit peu plus clair. Et tout ça, et voilà, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura des prises de position. En tout cas, nous, on demande des clarifications parce que nous, on veut travailler dans de bonnes conditions et ne pas donner une mauvaise image de la profession vis-à-vis des patients parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ensuite, sur les tissus, là, on sent très bien qu'est en train de se mettre en place une stratégie avec les élus locaux qui commencent à acheter des masques tissus pour les donner gratuitement à la population. Dans la première vague de déconfinement de masques tissus, moi je trouve que c'est très bien que les élus locaux s'impliquent. Au moins, voilà, ils font des choses dans une stratégie cohérente avec les pouvoirs publics, qui passent sur des initiatives qui perturbent le jeu, et ils vont les donner gratuitement. Bon, c'est à eux de faire le job. On ne va pas nous confier les masques tissus
pour les distribuer gratuitement à la population en tenant un registre pour savoir qui c'est qui l'a reçu et qui c'est qui l'a pas reçu, pour pas que certains en aient eu deux fois, 3 fois gratuit. Ça, c'est aux municipalités, aux agglomérations de faire le job. Mais après, bien évidemment, tout le monde n'en aura pas, parce que la production, elle est ce qu'elle est en France. Beaucoup d'usines sont en train de produire beaucoup de masques, mais est-ce qu'on en aura assez dans la période de déconfinement? J'en sais rien. Et ça va dépendre de la stratégie. Donc nous, il faut qu'on puisse en acheter pour pouvoir les vendre et à un prix correct. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit réservé à que ceux qui ont de l'argent. Il faut que ce soit pour tout le monde, que ces masques soient accessibles à tout le monde et ne soient pas à des prix prohibitifs. Donc, on dit attention, voilà, il faut qu'on soit dans une fourchette. Hein, parce qu'après, il y a différentes qualités de masques, etc., différentes qualités de tissus, mais il ne faut pas que ça devienne un objet de luxe. On est dans la santé, on n'est pas dans le luxe. Actuellement, vous recevez beaucoup de propositions de la part de différents acteurs, que ce soit des groupements, que ce soit des grossistes répartiteurs, vous proposant d'acheter ou de précommander des masques à la fois chirurgicaux et à la fois des masques tissus. Rien ne vous interdit d'acheter. Rien. Donc, si vous avez envie dans votre stratégie d'acheter pour vous prépositionner, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais par rapport à la vente, là, il faudra attendre les nouvelles consignes. Parce que pour aujourd'hui, actuellement, on est dans un sujet qui est très mouvant, où il faut que la profession tienne les bonnes règles et la bonne attitude. À quel rythme la doctrine va changer et quelle va être la nouvelle doctrine, je n'en sais rien. Nous, on n'est pas ministre. Hein. Nous, on essaie de vous guider pour ne pas faire de bêtises. Donc, vous pouvez vous prépositionner pour acheter différents types de masques et en fonction de la doctrine, eh bien, on vous dira comment vous allez pouvoir les mettre à disposition de tel type de professionnels. Ça peut être des petites entreprises, hein, ça peut être le boulanger du coin qui a besoin de masques et qui ne sait pas où les trouver, ça peut être d'autres professionnels de santé, ça peut être des patients sur prescription, ça peut être peut-être demain des patients ciblés parce qu'ils sont en insuffisance respiratoire, pathologie cardiaque, immunodéprimés, etc. Je ne le sais pas. Et ensuite, ça peut être le public pour les masques tissus ou les masques dits alternatifs. Mais je vous rappelle que chirurgicaux, FFP2 et les équipements de protection qui ne sont pas marquage CE, qui sont des pseudo-masques chirurgicaux, ne sont pas pour le public. Ils sont pour les entreprises ou pour les professionnels de santé. Là, c'est très clair aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Donc, voilà. Mais si vous voulez acheter aujourd'hui ces masques ou être en précommande pour être prêt quand la règle va changer, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez le faire. Mais on n'a pas aujourd'hui la nouvelle doctrine les vendre. Pour les acheter, il n'y a pas de souci. Il faut quand même qu'ils soient bien normés et de qualité. Il ne faut pas que ce soit des masques de mauvaise qualité parce qu'il ne faut pas se faire piéger là-dessus. Donc voilà, on a passé un grand moment sur les masques. On a passé un quart d'heure sur les masques. Moi, ce que je dis actuellement, c'est qu'il faut faire attention à ne pas surcommuniquer. Les pharmaciens parisiens sont en difficulté aujourd'hui. La présidente de région dit les masques, c'est pour le public. Alors après, c'est rattrapé, c'est pour les patients. Alors j'espère que ce sera pour les patients sur prescription. Parce que sinon, ça va être l'émeute. Et puis quand on vous file 1000 masques, si c'est le public, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Ça va être ingérable. Donc il faut faire très, très, très attention à la communication. Donc moi, je préfère qu'on travaille ensemble, que ce soit les responsables syndicaux, ordinaux
et les responsables de groupement. C'est important de se parler et d'avoir une stratégie qui soit utile, bien sûr, pour les patients, utile pour sortir de cette crise de façon la plus, je dirais, sereine possible, et ça ne va pas être facile, et puis de faciliter le travail des pharmaciens pour qu'ils puissent répondre à leur mission de santé publique comme ils le font aujourd'hui. Donc beaucoup de dialogue et moins de communiqué dans la presse. Sur les tests, les fameux tests sérologiques et les autres, les PCR avec des écouvillons. On a été interrogé à plusieurs reprises et nous avons fait des propositions. La position de l'USPO sur ces tests, elle est claire. Premièrement, sur PCR, c'est-à-dire les écouvillons, on dit on n'est pas, nous, équipés, adaptés. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée de les faire. On voit bien les équipements nécessaires que prennent les biologistes, les drives pour prélever, avec les inconvénients de la qualité du prélèvement avec les faux négatifs. Je pense que ce n'est pas notre rôle. Par contre, les tests sérologiques qui permettent de vérifier si la personne a été affectée par le Covid et théoriquement protégée, sachant qu'il y a un débat aujourd'hui sur la protection et la durée de la protection après la première infection. Nous, on a dit qu'on était favorable à ce que les pharmaciens soient impliqués. Mais on a mis 3 conditions. La première, c'est une évidence, que les tests soient fiables. Nous, on ne va pas faire des tests où il y a 30% d'erreur. Donc, on attend la semaine prochaine. Ces tests ont été mis au banc avec l'Institut Pasteur pour vérifier leur qualité, leur fiabilité, leur sensibilité. On verra ce qui sort de cette validation des tests. Et en fonction de ça, si c'est des tests rapides de diagnostic ou des autotests, voilà, ce qu'on peut utiliser. Ensuite, bien évidemment, il faut savoir quelle population on teste. Depuis quand la personne a été affectée, donc on puisse pouvoir voir si les anticorps se sont développés en quantité suffisante pour pouvoir doser. Et derrière, bien évidemment, l'autre condition, c'est d'en faire une stratégie de santé publique, c'est-à-dire d'enregistrer le patient en disant on a fait le test, il était positif, il était négatif, comment on enregistre le test du patient. Donc, c'est ces 3 conditions qui font que les pharmaciens participent à une stratégie de déconfinement, de santé publique, d'organisation du système de soins. Il n'y a pas de raison qu'on soit exclu. Ça ne peut pas être que les laboratoires de biologie n'y arriveront pas, ça ne veut pas être que les médecins n'y arriveront pas, il faut que tout le monde s'y mette. Et les pharmaciens auront leur part à prendre dans ces tests. Ensuite, il faut voir comment ces tests sont mis à disposition des professionnels de santé. Et là, il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie qu'on connaît bien avec les tests rapides d'orientation du diagnostic pour les angines, où c'est l'État qui a acheté les tests et qui les met à disposition des professionnels de santé. Donc là, on n'achète pas les tests, ils sont approvisionnés et on est rémunéré sur l'acte réalisé. Ou l'autre stratégie, c'est des achats et un remboursement qui inclut le prix du test et qui inclut l'acte de chaque professionnel de santé et l'enregistrement du patient. Je ne sais pas quelle doctrine va être choisie, mais en tout cas, la position de l'USPO a été très claire, c'est de positionner les pharmaciens comme étant un acteur permettant de suivre les patients pendant la période de déconfinement, comme pour les masques, pareil pour les tests sérologiques. Sur les violences conjugales, bon, voilà, vous avez les affiches, vous savez qu'on a quelques demandes de la part de patientes, malheureusement, qui
appelle au secours le pharmacien, on s'est aperçu que le 3919 était assez encombré et que ça ne répondait pas. Bon, c'est pas bon signe. S'il est encombré, il y a beaucoup d'appels, malheureusement. Donc, nous avons mis à votre disposition, sur le site de l'USPO, les associations locales, départementales ou régionales, qui répondent aux violences conjugales, avec des numéros en 06, au-delà du 3919, puisque c'est des associations locales qui assurent une permanence pour répondre aux patients en difficulté. Donc c'est un complément, donc n'hésitez pas à aller chercher sur le site de l'USPO. On espère que ce tableau est complet, on le complétera au fur et à mesure, mais ça vous permet d'avoir un correspondant local pour que la personne qui a été agressée puisse appeler et ne pas tomber sur un 3919 qui ne décroche pas. C'est assez dramatique. Bénédicte, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour et maintenant, est-ce qu'on répond aux questions que vous n'avez pas manqué d'enregistrer? Oui, j'en ai pas mal. Est-ce que vous avez abordé les télésoins? Non, non, je n'ai pas abordé les télésoins. Dans télésoins, vous avez vu que un certain nombre de professionnels, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes, c'est curieux d'ailleurs, les kinés qui font du télésoin. Bon, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc nous, on dit, mais les pharmaciens, on peut apporter ce service. Donc il y a aujourd'hui deux régions qui sont en train de démarrer. C'est la région Hauts-de-France, avec Grégory Temprement, qui a obtenu la possibilité d'équiper les pharmacies pour pouvoir faire du télésoin. Et une initiative en Bourgogne-Franche-Comté pour que les pharmaciens participent au suivi des patients à domicile atteints de Covid. Vous savez que ces patients nécessitent une surveillance. Alors bien sûr, ça peut être le médecin, ça peut être l'infirmier, mais ça peut être aussi le pharmacien. Et ce patient, tous les jours, doit surveiller sa température, surveiller s'il tousse, voilà, donner de ses nouvelles, en gros, pour savoir si la situation est stable ou si la situation est en train de se dégrader. Donc, ça rentre tout à fait dans la stratégie du télésoin. Ça peut être aussi, à l'occasion de la dispensation à domicile, le suivi du traitement, parce que le patient n'a pas compris, que c'est une auxiliaire qui est venue chercher le traitement et qu'il a besoin d'un accompagnement pour son traitement. Ça peut être également des évaluations que l'on connaît avec des entretiens pharmaceutiques, le suivi des AVK, des patients sous traitement asthmatique, et également les bilans de médication qui peuvent se faire également par l'intermédiaire d'un télésoin. Donc nous, on soutient toutes ces initiatives régionales il n'y a pas de raison que la pharmacie ne soit pas dans le télésoin. L'HAS doit pouvoir émettre un avis là-dessus et on pousse à fond pour que voilà, ce qui est prévu par la loi, puisque le télésoin prévoyait le pharmacien et l'infirmier en première intention et qu'on puisse le faire également dans cette période de Covid pour pouvoir avoir cet accès et ce service pour les patients qui sont à domicile, qui ne peuvent pas sortir ou qui sont en difficulté. Alors, quelques questions. Oui. Sur la dispensation à domicile. J'ai une question sur le fait de est-ce que ce sera rétroactif si vous arrivez à obtenir une indemnisation? Est-ce que cette indemnisation sera rétroactive? Est-ce que dans ce cas-là, il faut déjà tenir une comptabilité? Je ne pense pas que ce soit rétroactif. Si on l'obtient, ce sera déjà bien. Malheureusement, moi je regrette qu'il y a 3 semaines, le coup de la Croix-Rouge nous a pourri complètement la négociation. Complètement pourri. Est venu perturber. Ça a été un très mauvais coup porté à la profession. Donc, non, ce ne sera pas rétroactif, malheureusement. Enfin, je n'y crois pas un seul instant, parce qu'on ne pourra pas le justifier.
Ce qui est, ce qui est fait, il faut qu'on ait une traçabilité. La traçabilité avec l'honoraire UPH, ce sera facile. Donc malheureusement, mais vous savez, pourquoi on se bagarre aujourd'hui? Parce qu'on est le 19 avril, il faut qu'on ait cette négociation. Et le déconfinement, c'est pas demain, quoi. Ça va durer, hein, ça va durer. Et puis, on est tous inquiets parce qu'on voit bien que ça peut repartir à tel endroit. Et donc, cette dispensation à domicile pour les patients fragiles, c'est une stratégie. Alors, c'est pas tous les patients, hein, c'est quelques patients, mais 5-6 patients par jour, c'est énorme. Donc, non, ce ne sera pas rétroactif, ne tenez pas les comptabilités. Par contre, voilà, on a fait le sondage, on a bien vu que l'ordre de grandeur, c'était entre 3 et 6 par jour, dans plus de 50% des cas. Et qui est-ce qui pourra faire ces dispensations à domicile? Est-ce que c'est uniquement le pharmacien? Alors, là, alors, si c'est une dispensation, c'est le pharmacien. Si c'est en colis scellé, etc., ça peut être le personnel de l'officine et le préparateur qui peut le faire également dans les conditions de mise à disposition à domicile des médicaments dans un colis scellé fermé avec les informations qui sont à l'intérieur. Après, il faut prendre des précautions hein, quand on dispense à domicile. Hein, on ne rentre pas dans les appartements, on ne s'assied pas, on ne boit pas le café, etc. Hein, on fait ça avec des précautions. Donc, si on peut éviter de toucher des poignées de porte, si la personne peut venir le chercher en bas de l'immeuble, voilà, en se protégeant. Voilà, il faut aussi. Et puis, les patients, voilà, le pharmacien aujourd'hui, il est équipé, etc. Les médicaments étaient dans une pharmacie. Il y a aussi des précautions à prendre. Donc, voilà, on est dans des conditions de dispensation qui sont très particulières. C'est pour ça que parfois, le télésoin apporterait un service pour un patient qui n'arrive pas à comprendre son traitement, malgré le document papier qui a été fourni et malgré quelques explications qui peuvent être fournies sur le pas de porte. Après, j'ai beaucoup de questions sur les masques. Je crois que c'est globalement la majorité des questions. Ouais, Euh, ça ne m'étonne pas. à partir de quand est-ce que je vais pouvoir acheter des masques? Aujourd'hui, on peut les acheter. Hein. Aujourd'hui, on peut, enfin, en tout cas, on voit bien qu'un certain nombre de fournisseurs proposent des précommandes, que ce soit des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux. Donc, vous pouvez les acheter aujourd'hui. Après, les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir les vendre ne sont pas définies. Voilà. Mais bon, ça vous permet d'anticiper, parce que on voit bien que dans cette période de déconfinement, les gestes barrières vont être bien sûr augmentés. Aujourd'hui, les personnes restent chez eux. Dès qu'ils vont sortir, il va falloir qu'ils soient équipés de masques, équipés de gel. Donc on sait que ça va se développer. Mais on ne sait pas encore dans quelles conditions et à qui on peut, et quel type de masque on peut distribuer aujourd'hui, mais rien n'empêche d'anticiper. Est-ce que, donc, on a bien compris pour la vente des masques, mais est-ce qu'ils ont le droit de donner les masques qu'ils ont achetés, par exemple? Oui, on peut donner des masques, mais franchement, donner des masques au public, des masques chirurgicaux, c'est un non-sens. En période de pénurie, c'est un non-sens. Et puis, si vous commencez à donner des masques, je vous souhaite bon courage. Hein. Si ça se sait, vous allez avoir du succès. Hein. Et le succès risque de se retourner contre vous, parce que vous n'en aurez jamais assez pour le tam-tam que vous aurez créé. Et derrière, des patients qui vous diront, mais moi, je suis un client depuis 25 ans, pourquoi moi, je n'en ai pas eu hein. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Il ne faut pas créer d'émeutes dans les pharmacies. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. On a du boulot. Hein. Le boulot est compliqué. Et puis, ne dégradons pas notre image. Vous savez, quand on donne des consignes qui ont un sens santé publique, ce n'est pas facile, mais les gens comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est des messages brouillés. Quand on annonce, ah oui, les masques, ça va être indispensable pour sortir. Quand vous avez un maire qui dit, si vous voulez sortir, il faut porter un masque, alors qu'on n'en a pas. C'est ça qui met le bazar. Donc nous, il ne faut pas qu'on entretienne,
il faut que toute la profession tienne un discours cohérent, en accord avec les pouvoirs publics, pour pouvoir tenir une ligne et avoir ce que les patients attendent, c'est-à-dire des explications. Alors des fois, ce n'est pas facile, bien évidemment. Parfois, on se fait engueuler, bien évidemment. Mais voilà, mais globalement, la population, les pharmaciens ont une énorme crédibilité. Il ne faut pas la gâcher avec des masques. Donc, vous pouvez en acheter, vous pouvez anticiper. Assurez-vous que ce soit des masques de qualité. Et après, les règles de mise à disposition des personnes, que ce soit d'autres professionnels de santé, que ce soit des patients ou que ce soit du public, seront données dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Est-ce que je suis obligée d'honorer les prescriptions de masques? Non, non. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a dit, c'est que les prescriptions de masques n'étaient pas conformes. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas, même sur prescription, des masques aux patients. C'est frustrant, hein, parce que là, vous faites, d'abord, vous faites mal, parce que bien évidemment, le patient en a besoin. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que dans des zones où les maires, les conseillers régionaux ont fait des dotations de masques supplémentaires aux professionnels de santé, eh bien, les médecins, les hôpitaux, les infirmiers ont un petit peu plus de masques. Plutôt que de les prescrire, qu'ils les donnent aux patients. S'ils ont un patient Covid, autant que le médecin donne 3 masques sur sa dotation, puis si on en a un petit peu plus, aux patients, et qu'ils ne nous mettent pas en difficulté en prescrivant. Alors, on a donné des consignes pour qu'ils arrêtent de prescrire, et ça s'est fait, ça s'est calmé. Les prescriptions, bon, sauf le cas de la région parisienne, où on a une initiative du conseil régional qui dit il faut donner des masques aux patients. Lesquels? Voilà, donc, on va essayer de trouver une solution, mais ce n'est pas facile, ce genre de situation. Mais il faut bien comprendre, hein, tout le monde aimerait donner des masques aux patients. Hein. Tout le monde. Hein. On n'en a pas. Quel est le tarif maximum pour acheter les masques chirurgicaux ou FFP2? Il n'y a pas de prix aujourd'hui. Les prix sont libres. Hein. Les prix sont libres. Et on est dans une période où les prix sont chers. Puisque eh bien, nos amis fabricants chinois eh bien, ça me donne à cœur joie. Et des prix, c'est comme le pétrole, hein, il y a des périodes où ça monte. Mais là, c'est haut, c'est très haut. Voilà. Alors après, est-ce que ça va baisser? J'en sais rien. Est-ce qu'on aura une accalmie de l'épidémie au niveau mondial? À ce moment-là, le prix des masques va baisser. Est-ce qu'on aura une reprise avec une seconde vague de COVID dans des pays où on pensait que c'était terminé? Et là, le prix des masques va monter. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est cher. Hein. C'est cher. Hein. Parce que quand on voit que le Super U les vendait à 75 €, que Bastide les vend à 59 € TTC, la boîte de 50, c'est pas accessible pour tout le monde. Hein. Je vois aujourd'hui, il faut aussi se mettre dans un contexte global. On voit que des familles n'arrivent plus à se nourrir correctement. On fait des dons de 300 € pour les revenus faibles. Donc, vous imaginez 59 € la boîte de 50 pour avoir juste des masques chirurgicaux. Quoi. On n'est pas dans quelque chose qui. En tout cas, ça pose question. On va changer de sujet. Que pensez-vous du port des visières pour nous protéger, avec ou sans les masques en plus? Alors, on a vu beaucoup d'initiatives. Là, c'est les Fab Labs qui fabriquent avec des imprimantes 3D des visières, et donc ils les donnent. Ben, c'est très bien. Hein. N'hésitez pas à les solliciter parce que moi, je vois j'ai la chance d'en avoir un juste à côté de la pharmacie. Les gars, ils s'éclatent, ils font tourner les machines toute la nuit, ils se relaient entre eux, ils bouffent des rouleaux de plastique à n'en plus finir. Ils se font voilà, subventionner pour pouvoir en acheter parce que ça consomme très vite. Et voilà, ils rendent service. Ils rendent service parce que ça évite à
parce que les lunettes de protection sont rares aujourd'hui, et ces visières, elles sont très pratiques pour ceux qui font des soins à proximité des patients, comme les infirmiers, comme les médecins, certains kinés qui font du respiratoire, le personnel en EHPAD, où les soignants et les aides-soignants, voilà, pour voilà, rentrer dans toutes les chambres, y compris d'ailleurs pour faire manger des personnes âgées, ben, ces visières sont extrêmement utiles. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez proposer à tous les soignants quand vous avez la chance d'avoir un Fab Lab à côté. Mais le masque protège les yeux, protège un petit peu, bien sûr, l'ensemble du visage, mais tous les soignants mettent un masque chirurgical en plus de la visière. Je reviens sur la livraison, la dispensation de médicaments. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de dispenser des médicaments à domicile et est-ce que je peux les faire payer aux patients? Et quel tarif? Ouais, il n'y a pas de tarif aujourd'hui. Voilà, si le patient veut vous donner un pourboire, il vous donne un pourboire, quoi. Mais d'avoir un tarif aujourd'hui, dans une période où les personnes sont confinées, de dire je vous livre à condition que ce sera X euros la livraison, pas facile comme message. C'est pour ça que je souhaite que ce soit pris en charge par l'assurance maladie. En dehors de la période, certains pharmaciens facturaient, demandaient aux patients une indemnité liée au. Voilà, après, c'est une discussion, mais on peut pas en faire une stratégie, surtout dans cette période. Pour les autres missions également, la prise de tension, en fait, j'ai un pharmacien qui me dit que le médecin demande au patient de venir faire contrôler sa tension tous les jours sur une semaine suite à une téléconsultation. Et donc, en gros, le médecin est payé 28 euros pour une téléconsultation et 0 euros pour le pharmacien qui vient prendre la tension du patient tous les jours. Et quand est-ce qu'on sera rémunéré pour ces nouvelles missions? Ben, c'est toute la stratégie qu'on a mis en place avec le pharmacien correspondant. C'est-à-dire de pouvoir, quand le médecin ne peut pas le faire, parce qu'il n'a pas de temps, bon, en dehors de cette période, ben, d'avoir une stratégie de mise en place d'un parcours de soins permettant à l'initialisation d'un traitement antihypertenseur que le pharmacien puisse contrôler la tension, vérifier que le médicament est adapté et avertir le médecin. Donc là, on est dans les stratégies, maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, parcours de soins pour le risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, bien sûr, il faut négocier des rémunérations. Moi, ce que je conseille aujourd'hui sur la prise de tension, c'est de proposer aux patients d'acheter un tensiomètre. Parce que prendre l'attention à un patient, être en contact avec lui, ne sachant pas quelle est sa situation, lui de mettre aussi en contact avec un pharmacien ou l'équipe officinale, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc, il n'y a pas de rupture aujourd'hui sur les tensiomètres. On a des ruptures sur d'autres matériels, mais pas les tensiomètres. Donc, vous pouvez proposer au patient, en lui expliquant comment l'utiliser, d'acheter un tensiomètre. Ça me paraît être plus adapté. Euh, J'ai un message sur les gastries aussi, qu'il y a beaucoup de patients qui profitent du confinement pour faire du tri et pour ramener tous leurs sacs à la pharmacie et on demande si on pourrait avoir un message beaucoup plus clair sur ce sujet-là de la part des autorités pour éviter d'avoir un afflux de patients ramenant leur gastries. C'est Dasri ou Cyclamède? Gastries, je pense que c'est un peu les deux. Bon, si c'est Dasri, de toute manière, ce sont des patients qui sont en autotraitement, qui ramènent leur boîte et changent leur boîte. Là, on est sur un rythme régulier. Il n'y a pas de raison de. Voilà. D'ailleurs, si c'est des patients qui sont en autotraitement, c'est souvent des diabétiques, hein, il faut leur dire de rester chez eux, hein. Voilà. Moins ils sortent, mieux ça vaut, parce que c'est quand même une population à risque. Donc, sur les DASRI, c'est un flux. Sur la cyclamène. Alors, on a vu passer des messages cyclamène en disant non, 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 il ne faut pas aujourd'hui ramener les médicaments, c'est pas le moment, etc.
Ouais, sauf que ça, c'est pas la vraie vie. Parce que les patients, quand ils sont chez eux, ben, ils font le nettoyage du garage, des armoires, des placards, et puis de l'armoire à pharmacie. D'ailleurs, c'est pas mal qu'ils le fassent. Donc, bien évidemment, on risque d'avoir un afflux de médicaments non utilisés venant de l'armoire. Donc, je pense qu'il vaut mieux l'organiser plutôt que de dire ne touchez pas votre armoire en pharmacie, ce n'est pas le moment, ou si vous le faites, gardez le sac poubelle au-dessus de l'armoire. Je pense que ce message n'est pas vraiment cohérent. Donc, si les patients nettoient, eh bien, s'ils ramènent des sacs de médicaments non utilisés, ben, il faudra bien les récupérer et les grossistes les prennent. Je sais que c'est pas facile parce que les grossistes sont à personnel réduit et étendu. Ils ont réduit leur rythme de livraison. Mais bon, voilà, ça ne fait pas non plus des masses et des masses de cartons cyclamètres. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas forcément inciter. Mais vous n'empêcherez pas les patients de faire le nettoyage de leur mort en pharmacie. Et d'ailleurs, ce sera très utile parce que franchement, de temps en temps, ça mériterait d'être fait beaucoup plus régulièrement. Sur les nouvelles qu'il serait possible de négocier les bilans partagés de médication en téléconsultation ou en télésoins, je pense plutôt, parce qu'ils ont arrêté les BPM à l'officine à cause des gestes barrières et de la promiscuité. Ouais, ça fait partie des choses que l'on veut mettre en place dans le télésoin. Voilà, bilan de médication, entretien pharmaceutique. Si on signe le suivi chimiothérapie orale, eh bien, je pense que ce sera nécessaire de le faire en télésoin parce que sinon, on va arrêter. Alors déjà que ça avait été un petit peu difficile, les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication. Si en plus, avec le Covid, d'être à proximité d'un patient, etc., va être compliqué et sera compliqué, notamment bien sûr parce que ça va être des patients fragiles. Je pense que le télésoin est indispensable. Et ça fait partie des discussions qu'on est en train d'entamer avec l'assurance maladie. J'ai aussi sur les téléconsultations et les ordonnances qui peuvent ou non être honorées. Est-ce que j'ai le droit d'honorer toutes les ordonnances des téléconsultations? Comment vérifier que c'est une bonne ordonnance? Voilà, ce genre de questions. Ah, ben là, c'est toujours la question difficile, hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça que c'est important d'être en relation avec ces prescripteurs de proximité, c'est de voir avec eux, quand ils font une téléconsultation, comment vous envoyez l'ordonnance. S'ils l'envoient qu'aux patients, par WhatsApp ou par mail, ben, c'est une catastrophe parce que le support iPhone fait que cette ordonnance, elle peut être honorée par plusieurs, sauf à contrôler le DP avant la dispensation, à condition que le patient ait accepté d'ouvrir un dossier pharmaceutique. Donc nous, ce que l'on conseille aux médecins, ben, c'est de nous envoyer le fax, de nous avertir en disant, voilà, il y a telle consultation, elle va venir chez toi, voilà le fax, prépare les médicaments. Alors, bien sûr, messagerie sécurisée, c'est mieux. S'il n'y a pas de messagerie sécurisée, principe de réalité, on fait comme on peut. Mais le fax, c'est mieux que d'envoyer par mail au patient l'ordonnance parce qu'il pourrait la réutiliser. Donc ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on doit avoir avec les médecins, à la fois pour le renouvellement des ordonnances, à la fois pour les ordonnances de téléconsultation, à la fois pour les situations particulières pour certains patients, et à la fois pour les dispensations particulières comme l'IVG. Il faut profiter de ce moment pour renforcer la coordination avec les infirmiers, avec les kinés, avec les dentistes et bien sûr avec les médecins. Il faut profiter de ce moment pour montrer que l'ensemble des acteurs du premier recours sont rassemblés, solidaires et essaient de répondre au mieux aux besoins des patients, sans oublier bien sûr l'hôpital avec qui on doit travailler. Je suis en train de regarder. Oui, peut-être sur les masques à nouveau, sur les plateformes de traçabilité. Est-ce qu'on peut utiliser une plateforme, par exemple bonpharmacien.fr, et en même temps la plateforme Amélie? Comment ça se passe? J'ai des questions sur Alors, multiples.
Là aussi, il faut faire simple et clair. En région Île-de-France, c'est monpharmacien.fr qu'il faut utiliser. C'est la décision qui a été prise en accord avec l'assurance maladie. Donc, on n'utilise pas Amélie Pro en Île-de-France. En région PACA, on n'utilise pas Amélie Pro, on utilise GoMask. En région Grand Est, on utilise Distrimask. D'ailleurs, Amélie Pro n'est pas ouvert sur ces 3 régions parce qu'on a respecté les initiatives locales. Dans toutes les autres régions, vous ne devez pas utiliser ni monpharmacien.fr, ni GoMask, ni Distrimask. Dans toutes les autres régions, vous devez utiliser Amélie Pro. Alors, bien sûr, ça a râlé, et c'est normal. Moi, je suis pharmacien comme vous, et ça me casse les pieds de tracer les masques. Bon. Alors, je le faisais en papier, maintenant je le fais avec Amélie Pro. Bon, voilà, c'est pas marrant, ça fait faire du boulot en plus, mais au moins ça, un petit peu plus pratique que le papier. Je vous rappelle qu'une fois que vous aurez enregistré le médecin, le professionnel de santé, avec malheureusement le numéro NIR, le fameux numéro de sécu, que les médecins ou que la secrétaire n'a pas forcément. Une fois que vous l'avez enregistré, c'est fini, vous allez pouvoir le retrouver en tapant le nom ou en tapant le RPPS. Et ensuite, vous enregistrez le type de masque que vous avez délivré. Moi, je vous déconseille d'utiliser ce système pour les masques que vous recevez des aides de la région. Ça va brouiller complètement le système. Gardez pour les dotations État et uniquement les dotations État. Et puis, ça vous permet, avec ce fameux numéro NIR, d'enregistrer les auxiliaires de vie. Donc, je vous rappelle, c'est 3 masques par semaine et par employeur. Et donc, il faudra vous donner la fiche CESU, montrant que voilà, ils sont employés par une personne et qu'ils interviennent à domicile. Et si c'est sur des personnes handicapées, c'est 9 masques, je crois, par semaine et par employeur. Donc, une fois que vous aurez l'habitude de l'outil et que vous aurez enregistré des professionnels qui viennent régulièrement, c'est beaucoup plus facile. Comment on enregistre les préparateurs en pharmacie? Les préparateurs en pharmacie, vous mettez son numéro, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, hein, et ça c'est conseil USPO. Vous mettez le numéro NIR du préparateur, et comme vous ne pouvez pas choisir préparateur dans le déroulant, vous mettez pharmacie. Voilà. Et moi je veux qu'on trace et que l'on dise et qu'on assume que sur les dotations État, on équipe notre personnel. Je ne veux pas qu'on se cache derrière des faux trucs. Je veux qu'on le mette. Si on doit utiliser les masques État parce qu'on n'a pas d'autres masques qui ont été fournis par d'autres structures, eh bien, on l'enregistre. Voilà. Et on met le numéro sécu du salarié et on met pharmacie. Voilà. J'attends qu'on vienne me dire quelque chose. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ces statistiques? D'abord, ça permet de savoir quels sont les stocks. Alors, ne faites pas certaines formations pour me dire est-ce qu'il faut que j'enregistre tout ce que j'ai donné depuis 3 semaines? Non, 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 non. Hein. Ne recyclez pas tout. Faites pour les semaines à venir. Là, ce que vous venez de recevoir, vous l'enregistrez. Mais ne faites pas l'historique, ça ne sert à rien. Vous faites le bilan de vos stocks et ça va permettre de savoir si les stocks sont suffisants, s'ils sont correctement distribués, puisque c'est fonction du chiffre d'affaires et pas fonction de l'environnement médical autour, et si la distribution est correcte. Si jamais on voit qu'on a suffisamment de masques, bien plutôt que de faire 18, on pourra peut-être en donner plus. Ce qui permettra d'ailleurs aux médecins d'en donner à leurs patients Covid, voilà, sur leur stock. Et derrière, de voir si à un certain moment, eh bien, en discutant avec les grossistes répartiteurs, c'est de voir comment les pharmaciens qui en ont trop et qui ne soient pas réapprovisionnés, qu'ils puissent le signaler aux grossistes répartiteurs, et ceux qui en ont pas assez, et qui puissent en avoir un petit peu plus. Et ça, il faudra qu'on discute avec les grossistes répartiteurs, parce que ça demande de la logistique, ça demande un partage d'informations qui soit validé avec les pouvoirs publics.
pour pouvoir faire un petit peu plus dans le détail, plutôt que de faire massif comme c'est le cas aujourd'hui, sans regarder si ces masques sont utiles ou pas utiles. Ça ne pourra pas durer. Sur le renouvellement des traitements, il y a certaines personnes qui demandent les traitements chroniques, par exemple, si la date est toujours au 15 avril ou pas. Et également, qu'en est-il du renouvellement de la PrEP? Alors, sur le tramadol, il y a aussi le tramadol, où on m'a posé la question, puisque le tramadol est limité à 3 mois, est-ce qu'on a le droit de déroger à la règle des 3 mois? Alors, je réponds, mais comme les anxiolytiques. C'est que si c'est un traitement chronique qui est stabilisé depuis 3 mois, ben, on peut aller au-delà des 3 mois qui limite le tramadol, comme on le fait aujourd'hui pour les anxiolytiques, comme on le fait aujourd'hui pour d'autres traitements comme les hypnotiques. La seconde question, c'est, pardon, oui, alors la date. La date, c'est le 31 mai. Donc, ça n'a pas changé. Enfin, c'est revenu au 31 mai. Donc, jusqu'au 31 mai, nous sommes autorisés à renouveler les traitements avec des ordonnances qui sont expirées ou par la réglementation ou parce que l'ordonnance arrive à échéance. Et on peut aller au-delà de 1 an. À une ordonnance de 1 an d'un ophtalmo, eh bien, si bien sûr elle arrive à échéance maintenant, on peut prolonger le traitement, y compris pour la contraception. Pour les PrEP, pour oui, je pense que là, il ne faut pas à un certain moment mettre les patients en danger et il faut pouvoir renouveler éventuellement les traitements. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'il faut faire au cas par cas et aussi en accord avec le médecin, bien évidemment. Okay. J'ai encore beaucoup de questions sur les masques, mais est-ce que c'est possible d'enregistrer les auxiliaires de vie sur monpharmacien.fr? Oui. Oui, alors c'est vrai que je ne connais pas, on n'est pas obligé de mettre alors je ne sais pas quelle va être la porte d'entrée, parce que bien sûr, il n'y a pas de RPPS, etc. Mais il doit pouvoir y avoir une identification avec le nom et le nom de la personne et ses coordonnées, éventuellement le nom de l'employeur. Et là, je pense qu'il faut qu'on demande à monpharmacien.fr. Mais c'est vrai que quand il l'avait développé, ce n'était pas prévu. D'ailleurs, comme GoMask ou comme Disrimask, hein, des auxiliaires n'étaient pas prévus. Donc, je pense qu'ils ont dû adapter l'outil à ces nouvelles dispositions. Et quand c'est un médecin de l'autre bout de la France qui a un numéro de RPPS mais pas de finesse et qui est bloquant sur le logiciel suite à une téléconsultation, est-ce que je peux quand même faire le tiers payant? Excusez-moi, vous pouvez le répéter? Dans le cas d'une téléconsultation, l'ordonnance a un numéro, enfin le médecin a un numéro RPPS, mais il n'a pas de finesse et c'est bloquant sur le logiciel. Et donc, est-ce que j'ai le droit de faire est-ce que je fais le tiers payant ou pas? Si c'est bloquant, il faut rechercher le numéro finesse. Si c'est un médecin habituel, vous pouvez le retrouver. Sinon, il faut aller le chercher sur la base RPPS. Alors, je sais que beaucoup de logiciels de pharmaciens ont accès à une base permettant de retrouver des numéros utiles pour les médecins. Sinon, il faut lui passer un coup de fil pour avoir son numéro. Sinon effectivement, un tiers payant, ça peut bloquer. Ça va être prescripteur inconnu. Et donc, ça ne passera pas. Sur la TVA des solutions hydroalcooliques, est-ce qu'on reste à 10%? Alors, voilà, on a bien entendu gel et certains types de masques. Si c'est de préparation, il faut rappeler que la préparation, on avait dit qu'on était plutôt à TVA à 10% parce que c'était un statut préparation magistrale de solution hydroalcoolique. Donc ça, on clarifiera avec
la DGCCRF et le ministère de l'économie pour savoir quelle TVA on doit appliquer, mais si c'est un statut de préparation, ça restera à 10%. On ne peut pas en avoir bénéficié, rester à 10% quand c'était à 20 et demander de passer à 5,5 quand c'est plus favorable. Enfin, en tout cas, la discussion risque d'être un peu compliquée. Pour les renouvellements d'ordonnances, j'ai beaucoup de questions sur le fait que les ordonnances de plus d'un an sont bloquées par le logiciel et que ce n'est pas possible de faire ce renouvellement. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je ne sais pas si c'est bloquant. Je crois que ça fait une alerte. Mais je ne suis pas sûr. Donc ça, il faut voir les éditeurs de logiciels. Que ça fasse une alerte en disant attention, ordonnance de plus d'un an, oui, parce que ça permet d'éviter une erreur de saisie sur une date. Est-ce que c'est bloquant et est-ce que ça empêche de faire la facture? Je ne le crois pas. En tout cas, certains logiciels permettent de le faire. D'ailleurs, ça passe pour la contraception. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas pour les autres médicaments, sauf si ils ont mis une sécurité. S'ils ont mis une sécurité, il faut que les éditeurs de logiciels la lèvent, cette sécurité. Et est-ce que le renouvellement de ces ordonnances sera bien pris en charge par la sécurité sociale? Est-ce qu'il y aura un remboursement comme d'habitude? Ou est-ce qu'il faut écrire quelque chose dessus Non, il faut simplement faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire, sauf que c'est un renouvellement exceptionnel Covid, donc voilà, il faut écrire que c'est un renouvellement exceptionnel et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pris en charge puisque c'est autorisé par la loi. Et il n'y a pas de discussion, avec l'assurance maladie là-dessus. Franchement, là, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment, hein, mais là, aujourd'hui, voilà, on a mis en place une véritable stratégie qui est une stratégie d'assurer la continuité des soins pour les patients stabilisés. Donc, vous avez le tableau des règles à respecter en fonction si c'est un hypnotique, si c'est un traitement substitutif ou opiacé, si c'est un stupéfiant, voilà, qui sont bien précisés dans un tableau. Nous, ce tableau, on l'a mis sur tous les postes de travail. Voilà, comme ça, toute l'équipe sait comment renouveler, dans quelles conditions ils peuvent renouveler, s'ils doivent avoir l'accord préalable du médecin, ou s'ils peuvent le faire en avertissant le médecin a posteriori. Encore une fois, sur la date, j'ai quelqu'un qui m'écrit le 31 mai a été abrogé pour le 11 mai, date officielle de sortie du déconfinement, mais c'est uniquement pour les dispositifs médicaux, hein, donc, et le paracétamol. Voilà. Le 31 mai, il y a le paracétamol, je crois. Hein. C'est 11 mai. 11 mai, le paracétamol. Parce qu'à la fin, on ne s'y retrouve plus. Donc, le 11 mai, c'est les règles sur les dispositifs médicaux et le renouvellement. On ne sait pas pourquoi eux, c'est le 11 mai et pas le 31 mai. Il y a, je crois, le Rivotril, la dispensation de Rivotril qui a été ramenée au 11 mai. Et donc, vous me dites que le paracétamol fait partie de la liste. Et la distribution des masques, pour l'instant. Et la distribution des masques, voilà. Et le renouvellement des ordonnances classiques, c'est 31 mai. Ça peut changer, il faut se méfier, parce que des fois, chaque fois, je veux dire, tous les matins, assez de bonheur, parce qu'on ne dort pas bien actuellement. Le premier boulot, c'est de regarder le journal officiel. Et chaque fois que je vois ministère de la Santé, disposition Covid, j'ai toujours une petite angoisse pour savoir ce qu'ils nous ont inventé ce matin. Alors, des fois, il y a de bonnes nouvelles. Le passage du 15 avril au 31 mai, c'est une bonne nouvelle. Des fois, il y a des trucs où on n'a même pas été averti, qui apparaissent au JO. Et voilà, il faut vite faire l'information, puisque c'est d'application chaque fois immédiate. J'ai aussi des questions sur les masques, dans le sens où certains ont trop de masques et se demandent comment le rétrocéder aux autres ou le donner aux autres pharmaciens qui pourraient en manquer, par exemple. C'est là où on voit bien que le système qui est mis en place et qui sert juste à pousser, au bout d'un moment, n'a plus de sens. Alors, on peut le faire les 2 premières semaines, oui, mais après, il y a des pharmacies qui ont un environnement où il n'y a plus d'activité médicale. Et ces pharmacies reçoivent, en plus, parfois, elles ont un chiffre d'affaires important,
reçoivent des quantités de masques. Il n'est rien prévu aujourd'hui pour les remettre aux grossistes répartiteurs pour qu'ils les répartissent à d'autres pharmaciens. C'est bien ça l'intérêt des systèmes Amedipro, monpharmacien.fr ou les deux autres, ben, c'est de pouvoir à un certain moment faire une photographie en disant, voyez, maintenant on ne peut plus être juste à pousser, il va falloir qu'on ait un système beaucoup plus fin, beaucoup plus élaboré, mais négocié avec les pouvoirs publics. Et après prévoir, si quelqu'un veut déstocker, comment il peut le faire. Mais rien n'est prévu pour l'instant. Entre nous, hein, il y a quand même peu de pharmaciens qui en ont beaucoup, et il y a la majorité des pharmaciens n'en ont pas assez pour leurs professionnels de santé. C'est plutôt ça la règle. Mais c'est vrai que ça fait râler quand vous êtes dans une zone touristique où vous avez très peu d'activité, ben, d'avoir des masques alors qu'ils seraient utiles pour d'autres. C'est vrai que c'est assez rageant. J'ai une question sur l'accompagnement des patients en chimiothérapie orale qui était prévu pour les prochains mois. Est-ce que ça va être décalé? Oui, ça fait la discussion, malheureusement, est décalée. Vous imaginez aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve l'ensemble des équipes de l'assurance maladie. On n'était pas loin on avait quasiment fini la négociation. La partie qui était la plus difficile, c'était la rémunération. On avait quasiment fini. On avait presque décidé d'une date de signature. Et puis, patatras, le Covid. Et là, aujourd'hui, franchement, c'est très compliqué, très très compliqué, au vu des négociations qui sont en cours pour justement soutenir les professionnels de santé, mettre en application de nouvelles règles comme le renouvellement des ordonnances, comme le télésoin pour différents acteurs, etc. Mettre en place des possibilités voilà, pour les arrêts de travail, etc. J'imagine bien que l'assurance maladie, qui en plus elle-même est en télétravail, on ne peut pas relancer des négociations. Oui, malheureusement, ça va être un petit peu décalé. On espère pouvoir réouvrir la négociation dès que c'est possible et dès que les coûts vont être possibles. Mais je sais que les deux syndicats et l'assurance maladie sont sur un accord voilà, qui demande juste à être conclu. Donc ça ne va pas être très, très compliqué dès qu'on sortira de cette période de haute tension. Bénédicte, c'est 11 heures. Vous avez votre garde, c'est ça? Il faut que j'aille un peu travailler parce que là, c'est l'heure. C'est pour ça qu'on a avancé à 9h30, parce que c'est là où il faut être un petit peu deux au comptoir et pas seul. Donc, ce que je voulais en conclusion vous dire, c'est qu'on va recommencer la semaine prochaine parce qu'il y aura de l'actualité. J'espère qu'on aura des consignes sur les masques, que vous y verrez un petit peu plus clair et qu'on y verra plus clair sur les stratégies de distribution des masques tissus, en espérant qu'on ait l'autorisation de le faire. On verra aussi l'implication des élus locaux sur la distribution gratuite de ces masques. Moi, je veux qu'on apaise ce débat sur les masques. Donc, vous avez bien compris la consigne. Vous pouvez acheter. Et pour l'instant, pour mettre à disposition d'autres professionnels ou du public, les consignes ne sont pas définies. Donc, on vous donnera les consignes plus tard là-dessus. Je vous renouvelle tous mes félicitations pour le boulot que vous faites. On voit bien le retour pour être en contact avec des élus, pour être en contact avec des responsables au niveau du ministère, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des ARS. Franchement, la profession de pharmacien est citée un exemple en disant, ben voilà, eux font pas de bruit, font le boulot, assurent à la fois le travail qu'ils doivent faire, font du plus et rassurent les patients. Et donc, on a bien vu que ce positionnement des pharmaciens était absolument. On avait des remerciements. C'est pour ça qu'une petite polémique comme les masques peut tout mettre par terre. Et donc, il faut faire très attention à ça, parce que tout le monde est tendu actuellement, et ce n'est pas le moment de brouiller les messages et d'avoir l'opinion qui peut se retourner contre nous.
parce qu'elle ne comprend pas les messages. Donc, il faut faire très attention. Moi, je demande de l'unité dans la profession, de la cohésion de la profession. Voilà, il y a des enjeux majeurs, des gestes barrières, des protections, des tests sérologiques, de la suite de l'organisation du système de soins après cette crise. Et on sait que rien ne sera comme avant, hein, ça va laisser des traces importantes, donc il faut être capable d'anticiper sur la suite. Mais l'anticipation ne veut pas dire précipitation. Donc il faut faire très attention. Et en tout cas, merci pour le boulot. Préservez vos équipes. Pensez, ne baissez pas la garde sur la protection de vos équipes, sur la protection de l'équipement de l'officine, sur passer l'information. Quand on va sortir du déconfinement, voilà, il faudra renforcer les gestes barrières. Ça fait partie de nos messages de prévention que nous devons donner à nos patients, en espérant qu'on aura des équipements pour pouvoir les aider à se protéger. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va reprendre 10 heures, hein, à 10 heures du matin. Je trouve que c'est bien. On était nombreux. On est resté nombreux jusqu'à la fin, connectés. Donc, merci de cette attention. Répondez au sondage, à la pétition sur les livraisons. J'en ai besoin pour me bagarrer et faire obtenir la satisfaction sur ce point. Et puis, merci pour votre travail et bon courage pour la suite. C'est long, c'est compliqué, mais voilà, on sait pourquoi on est pharmacien, pour rendre service à tous nos patients et être dans des stratégies de santé publique. On nous avait parfois oubliés. Là, je crois que plus personne ne nous oubliera. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.